Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 4 octobre et depuis hier, Dakar abrite la semaine de la mobilité durable et du climat. Durant 5 jours, acteurs africains et experts internationaux vont échanger sur les enjeux de la mobilité durable. Le ministre des Transports et des Infrastructures qui participe à la semaine a dévoilé la date d'exploitation pilote des premiers bus du BRT. L'autre question liée à la mobilité urbaine, le stationnement, casse-tête quotidien des automobilistes dakarois qui peinent à trouver des places de stationnement. Dans ce journal, nous leur donnons la parole. Le reportage à suivre. Et en fin d'édition, vous aurez comme tous les mardis réussir au Sénégal notre profil ce soir en diplômé en marketing et communication reconverti en vendeur de parfums. Ce sera avec Aïssatou Kane. Voilà pour les titres tout de suite et développement. Bienvenue à toutes et à tous. Du 3 au 7 octobre, Dakar abrite la semaine nationale de la mobilité et du climat. L'objectif de cette semaine est de rassembler l'ensemble des acteurs africains de la mobilité et du climat et leur permettre d'échanger avec des experts internationaux. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du Premier ministre suivant le compte-rendu de Mame Seynabou Babou et Seydina Mbaye. Plus de 1500 participants réunis à Dakar pour 3 jours pour échanger sur la question de la mobilité durable et du changement climatique. Tous les enjeux et défis devraient être posés sur la table en vue d'apporter des solutions. La semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar a pour objectif de favoriser un développement des territoires compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, notamment en ce qui concerne la mobilité. Elle permettra de repenser les défis réels et urgents à relever en matière de transport et de mobilité. Elle sera aussi un moment privilégié pour échanger sur les solutions innovantes et adaptées aux problématiques liées au transport urbain. De cette semaine de la mobilité urbaine et du climat est attendue la déclaration de Dakar qui regroupera les différentes propositions pour une mobilité durable. La présente semaine devra se conclure par un acte fort, la déclaration de Dakar pour la mobilité durable, dans laquelle seront contenues des propositions précises, susceptibles d'orienter les politiques de développement de nos agglomérations et territoires. Le ministre des Transports et des Infrastructures va dans le même sens. La déclaration de Dakar sera présentée à la COP27 en Égypte. Les experts réunis au niveau de Dakar vont se pencher donc, sur les actions à mener, surtout en partie donc, dans le cadre de la mobilité, pour apporter des réponses en vue d'atténuer ces phénomènes. À Dakar, qui est une ville côtière, et pour rappeler que la population au niveau des villes côtières atteindra d'ici quelques temps plus d'1,2 milliard de personnes, il faut apporter des solutions en termes de mobilité. Le Sénégal est déjà sur la dynamique de la réduction des gaz à effet de serre. Le train express régional ainsi que le bus rapide transit en sont des illustrations. Lors de cette cérémonie, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a annoncé que le BRT, bus rapide transit, sera livré d'ici la fin de l'année. L'exploitation pilote des premiers bus prévus dans le premier trimestre de l'année 2023. Autre annonce du ministre, les trains du TER vont passer de 15 à 22. Écoutons Mansour Faye. Alors, le BRT, vous l'avez tous constaté, les travaux avancent à grands pas au niveau donc, de son tracé. À la fin de l'année 2022, en décembre 2022, les infrastructures et les systèmes seront livrés et les premiers bus seront en exploitation, disons, pilote à partir du premier trimestre de l'année 2023 et donc passera à l'échelle dans le second semestre de l'année prochaine. Donc, elle sera à disposition pour les populations de Dakar sur 18 km de trajet. Oui, comme vous le savez, présentement, c'est 15 trains qui sont en circulation entre Dakar et Diamniadio. La deuxième phase qui va jusqu'à AIBD est en cours de réalisation
Et à terme, nous aurons 22 trains qui vont circuler de Dakar à AIBD, certainement pour augmenter la fréquence, parce qu'aujourd'hui, nous avons des fréquences d'un train toutes les 10 minutes, certainement pour répondre à un besoin actuel de mobilité. Disons, cet intervalle de 10 minutes sera certainement peut-être revu un petit peu à la baisse. Si on peut avoir un train toutes les 7 minutes, peut-être cela va contribuer davantage à fluidifier la circulation entre Dakar et AIBD. Et parlant de mobilité, il vous est sûrement arrivé de tourner en rond durant plusieurs minutes, cherchant désespérément un endroit où stationner. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul. Le stationnement à Dakar est devenu un casse-tête pour les automobilistes qui n'en peuvent plus, interpellent les autorités dans ce reportage de Mamadou Sy et Augustin Manda. Il ne se passe pas un jour sans que Thierno Fofana ne s'embrouille avec des automobilistes. La raison est simple. Certains chauffeurs ont tendance à vouloir garer leur véhicule dans un parking privé qu'ils gèrent en centre-ville. Une situation qui l'énerve. Il y a des automobilistes qui veulent souvent stationner par la force. Ils nous disent qu'ils ont déjà payé le droit de stationnement. C'est vrai, mais ils doivent savoir qu'on nous a confié des parkings privés. Le propriétaire a déjà payé pour toute l'année. C'est pourquoi nous avons souvent des altercations avec eux. J'essaie tout de même de négocier avec eux. Momodou Kandé est un taximan. Il lui arrive souvent de faire le tour en ville sans avoir de place pour stationner. La situation est loin de lui plaire. Il n'est pas facile de stationner à Dakar. Nous ne pouvons même plus attendre un client en plein centre-ville. Il y a également des jeunes qui réclament cessons pour nous laisser stationner. Ce n'est pas normal du tout. Nous payons le droit de stationnement. Chaque mois à la mairie, nous peinons à avoir où stationner. Si les automobilistes ont de sérieux problèmes pour trouver une place de stationnement, les conducteurs de moto n'y échappent pas non plus. C'est le cas de Mamadou Dia qui s'active dans la livraison. C'est vraiment difficile pour stationner en centre-ville. Partout où on me dit que je ne peux pas laisser ma moto parce que c'est privé. Il m'arrive de négocier, mais ça ne passe pas. Souvent, on vient même de me demander de quitter les lieux. Ils doivent nous laisser au moins le temps de livrer nos colis, mais c'est difficile avec les vigiles. Le stationnement reste un casse-tête pour les automobilistes, surtout en centre-ville. Certains citoyens demandent aux promoteurs immobiliers de penser à mettre en place des parkings souterrains afin de régler cette situation. La mairie de Dakar est aussi interpellée sur cette question. Et dans l'actualité politique remous au sein du Parti socialiste, certains militants ne semblent pas approuver la reconduction de Serigne Mbaye Thiam dans le nouveau gouvernement. Et parmi eux, le président du conseil départemental de Nioro, Ali Mané, qui a ouvertement fustigé cette nomination lors d'une manifestation politique. Et de son côté, Serigne Mbaye Thiam se défend et invite tous les militants du Parti socialiste à s'unir pour l'avenir du parti. Les deux responsables politiques du PS ont organisé des manifestations avec leurs militants. Le compte-rendu de Adama Sarr et Astombaye. La reconduction de Serigne Mbaye Thiam dans le nouveau gouvernement de Amadou Ba continue de susciter des réactions au sein du Parti socialiste. Selon le président du conseil départemental de Nioro, d'autres profils étaient beaucoup plus méritants. Mais mon combat, c'était de faire la promotion des jeunes cadres au niveau du Parti socialiste, comme le président l'a fait au niveau de la paire. Comme le président Moustapha Niasse l'a fait avec le changement du ministre Alioune Sarr, qui a fait un travail extraordinaire, qui a été remplacé par Pape Sagna Mbaye. Tout c'est pour dire, ce pays, c'est un pays d'avenir. Ce pays est constitué plus de 60% de jeunes. Il faut des supports qui peuvent parler avec la jeunesse. Des vieillards moribonds, plus de 75 ans, on les a besoin comme conseillers. Mais ce ne sont pas ces vieillards que la jeunesse de Nioro porte leur espoir, plus particulièrement ou généralement la jeunesse du Sénégal. Le monde a bougé, il faut bouger avec. Donc nous n'acceptons pas que des
j'en prenne le Parti socialiste, je dirais en premier, en otage pour leurs intérêts crypto-personnels, ou de prendre la coalition Benno Bokk Yakaar en otage. Nous tous, nous savons ici que le président Macky Sall est tellement généreux, est tellement sensible, mais tout ceci, un poste de ministre ne mérite pas tout ce qui s'est passé, et on le sait. Pointé du doigt, le ministre de l'eau et de l'assainissement se défend. Je voudrais donc remercier tous les responsables du Parti socialiste et de Benno qui ont fait le déplacement. Le président Moustapha Niasse au premier chef. Je remercie notre secrétaire général de parti, Aminata Mbengue Ndiaye, qui a sorti une déclaration et un communiqué après la formation du gouvernement pour se réjouir de notre conduction et féliciter le président Macky Sall. Tous les militants du Parti socialiste. J'appelle à la cohésion au sein du Parti socialiste. Qu'on reconnaisse à chacun ses mérites, son profil, ce qu'il peut avoir. En tout cas, nous avons le soin de servir le Parti socialiste. Les deux responsables socialistes ont chacun organisé une cérémonie de remerciement dans son fief. Dans l'actualité également, le collectif des anciens prestataires de la Société nationale d'électricité n'a pas pu tenir ce matin son sit-in prévu devant le siège de la Sénélec. Les lieux ont été occupés tôt le matin par les forces de l'ordre, obligeant ainsi les membres du collectif à annuler la manifestation. Ils réclament entre autres le respect des accords signés avec la Sénélec et leur réintégration dans la Société nationale. Voici Seydina Alioune Ka, leur porte-parole au micro d'Amadou Bari et Mafalfal. Nous sommes des ex-contractuels, on était dans la boîte, c'est là on a travaillé pendant des années, on a un protocole d'accord avec la Sénélec et c'est cette direction qui n'honore pas ce protocole d'accord. Tout ce que nous voulons, c'est réintégrer la boîte parce que nous sommes des ex-contractuels, on a bourlingué dans cette boîte. Et si aujourd'hui la Sénélec a des performances, c'est grâce à nous. Sénélec organise chaque année des concours nébuleux, rien que pour insérer leurs fils, leurs neveux. Je veux dire le népotisme et le clientélisme que nous ne voulons plus à la Sénélec. Monsieur le Président de la République, nous s'adressons directement à vous. Tout ce que nous voulons, c'est de réintégrer la Sénélec. On n'a pas de problème avec la Sénélec. Nous voulons travailler, intégrer la Sénélec avec des CDI. C'est tout simplement ce que nous voulons. Le respect du protocole, d'accord. Pour rappel, dans ce protocole, il y a la signature de Mamatar Gueye ONG Jamra, la signature de Innocence Ntam Ndiaye, la signature de la direction et notre signature, nous, le collectif des ex-contractuels. Et 2020, la Sénélec a recruté 15 dans le collectif. 2021, 15. Mais pour cette année, la direction ne nous répond pas. On a prévu une grève de la faim. Mais il y a des autorités qui nous ont dit de ne pas faire cette grève. Mais le collectif a décidé de faire cette grève de la faim pour montrer que notre mécontentement. On est au chômage depuis 2017, je vous dis. La caravane nationale en perspective à la conférence internationale des Nations Unies sur le climat se poursuit. Elle s'est arrêtée à Rufisque et Bargny ce mardi et a échangé avec les communautés victimes de l'érosion côtière. Elles espèrent que la COP 27 prévue en novembre en Égypte sera l'occasion de trouver des solutions liées aux problèmes environnementaux. Voyons tout cela avec Babacar Seck. Pour mieux prendre en charge les préoccupations des communautés victimes des changements climatiques, la caravane africaine pour le climat en vue de la COP27 s'est arrêtée à Rufisque et Bargny. Ces zones agroécologiques du pays ont été visitées. L'objectif de cette caravane, c'est vraiment de préparer la COP27, d'arriver à sensibiliser les communautés sur ce qui est réellement le changement climatique, mais quelles sont les bonnes pratiques aussi à adopter. Mais de l'autre côté aussi de valoriser les capacités de résilience de ces communautés face au changement climatique. C'est toujours répété, l'Afrique, on n'est pas les grands pollueurs, mais vraiment nous subissons les effets néfastes du changement climatique. Et je pense que c'est pourquoi on a parlé de justice climatique. Très vulnérable aux effets des changements climatiques, la ville de Rufisque n'est pas épargnée par l'érosion côtière et la présence d'usines comme la Sococim. Les autorités locales demandent une participation plus conséquente pour protéger les populations. Une usine industrielle qui travaille dans la cimenterie
et qui, en matière d'environnement aussi, a un impact assez négatif dans l'environnement. Nous avons trouvé une convention, sinon un partenariat qui lie la commune à cette unité-là industrielle. C'est une convention qui fait bénéficier à la commune d'une subvention de 30 millions annuels, ce que nous jugeons dérisoire et que nous ne manquerons pas de renégocier avec les autorités de l'industrie pour encore mieux prendre en charge les problèmes environnementaux auxquels les populations de notre commune sont confrontées de jour en jour. Les doléances des communautés seront mises à la disposition des autorités étatiques pour qu'elles portent le plaidoyer lors des négociations de Sharm el-Sheikh en Égypte. Et à Thiès, les populations du village de Ndiahat, dans la commune de Keur Moussa, ne veulent plus de l'usine de recyclage de plomb Ganissa SARL dans leur localité. Ils estiment que les activités de cette usine commencent à avoir des conséquences sur leur environnement, leur santé et leurs activités agricoles. Isidore Alexandre Sen s'est rendu sur place. Voici son reportage. Ndiahat s'offusque contre les impacts de l'entreprise dénommée Ganissa SARL qui officie dans le recyclage de plomb. Cette activité-là vient s'ajouter aux nombreuses activités qu'on a menées pour notre mécontentement pour l'installation de cette entreprise, qui est un danger pour la santé des populations, qui est un danger pour la santé de nos arbres, parce que c'est à côté de nos exploitations agricoles. Notre environnement est menacé. Donc, je profite de cette occasion pour parler aux autorités déconcentrées de l'État. En premier, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, suivi du préfet et du sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa. Ils n'ont qu'à mener les études nécessaires pour mettre fin à la production ou bien aux activités de cette entreprise. Ces jeunes dit avoir enquêté sur les réelles menaces de l'usine. Il raconte ce qu'il a constaté. Je suis venu ici pour témoigner parce que j'ai travaillé là-bas sur l'usine. Je n'étais pas là-bas pour travailler, mais j'étais là-bas juste pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Bien vrai que, bon, on peut venir ici parler, mais si tu ne vas pas à l'intérieur, peut-être vous ne pourrez pas expliquer ce qui est à l'intérieur. Et pour dire vrai, ce qui est à l'intérieur, c'est quelque chose, bon, que je peux qualifier quelque chose d'irrespectueux pour les gens qui travaillent là-bas. Parce qu'il y a de l'acide, des batteries remplies d'acide. Et il y a une machine qui coupe ces batteries. La machine qui coupe ces batteries, l'acide qui se déverse là-bas passe ici sur un canal d'eau. Il y a un canal qui passe ici. L'eau de pluie passe là-bas, mais l'acide qui se déverse sur l'eau de pluie, il y a des cultivateurs qui sont ici. Ils n'espèrent que ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour irriguer leurs terres. C'est de l'eau contaminée exactement. Ndiahat n'entend pas vivre un Ngandiao bis. Ngandiao parce que ce village du Cayor a vécu autant de bis suite à l'exploitation de plomb dans leur terroir. Que les autorités ne soient pas dans leur coin et se taire. Il faut qu'ils réagissent pour que cette situation-là, on ne peut pas continuer. Ça fait longtemps. On s'est réunis à Thiès, on s'est réunis ici à plusieurs fois pour l'installation de cette usine. Il faut que ça arrête. Ganissa SARL entamerait les activités maraîchères dans cette partie de la commune de Keur Moussa, selon les manifestants. Avec cette eau, ils irriguent leur plantation. Après récolter, ils vont le vendre sur les marchés. Je peux dire à Pout, à Thiès et peut-être partout au Sénégal. Quelqu'un peut goûter ces fruits. En goûtant ces fruits, les conséquences, c'est la population sénégalaise qui vont le récolter. Il s'agit là d'une deuxième sortie des habitants de Ndiahat contre cette usine. Et à quelques jours de la célébration du Gamou, le directeur général de Sénégal numérique a rendu visite au Khalif de Medina Baye. Cheikh Bahoum promet une bonne couverture numérique durant le Maouloud. Il compte également accompagner les forces de défense et de sécurité lors de l'événement, suivant ses explications. Comme nous le faisons chaque année, donc nous venons à la veille du Gamou visiter donc, la ville de Kaolack, en profiter pour voir un peu nos installations, mais également venir saluer le Khalif général des Niassène, Serigne Mahi Niass, donc qui nous a vraiment bien reçus, à qui nous avons rappelé vraiment nos engagements qui nous ont été confiés par le
président Macky Sall, qui nous a demandé vraiment, pour tout ce qui s'agit de la mise en place des dispositifs numériques concernant le Gamou, que nos équipes vraiment fassent le maximum pour donner le meilleur service donc, pendant le Gamou. Donc c'est ce que nous avons fait et vraiment nous allons non seulement accompagner les forces de défense et de sécurité dans la sécurisation du Gamou, mais également nous allons poursuivre sur tout ce qui est connectivité avec le Wi-Fi public que nous allons également donner aux pèlerins qui vont venir durant le Gamou. Les organisateurs du Festival international panafricain de Nguékhor, confrontés à d'énormes difficultés financières, ils l'ont fait savoir lors du lancement de la 7e édition de ce festival qui réunit une dizaine de pays africains. Ils se plaignent du manque de soutien des autorités. Muntaga Khan et Mamadouba pour plus de détails. Ce 7e festival international panafricain de Nguékhor, qui a réuni une dizaine de pays africains, n'a pas raté le défi de l'animation culturelle. Pour les organisateurs de cet événement, la culture constitue un important levier de développement. Le festival prend en compte plusieurs dimensions. Le festival prend en compte la dimension politique, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension culturelle. Et aujourd'hui, quand on parle d'économie, il y a forcément le volet culture. Parce que quand on parle par exemple de consommation, la consommation est d'abord culturelle, l'alimentation est culturelle. Donc c'est pourquoi vous voyez que dans la dynamique, il y a beaucoup d'instruments et d'outils culturels qui sont intégrés dans le fonctionnement du festival. Le pari de la mobilisation n'a pas fait défaut. Le bilan, c'est que du point de vue de la communication, du point de vue de la mobilisation, les acteurs commencent à s'approprier cette initiative-là. Parce que cette année, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de jeunes à l'intérieur du continent et au niveau de la diaspora qui se sont portés ambassadeurs du festival. Là où le bas blesse, c'est le côté financier. C'est pourquoi il déplore le manque de soutien des autorités étatiques. La problématique fondamentale, c'est d'ordre financier. Parce que depuis que nous avons commencé cette activité, nous n'avons jamais eu le soutien des institutions de l'État. Donc à chaque fois, nous nous débrouillons avec nos propres moyens. Tant d'autres, des personnes qui sont des personnes privées, qui prennent leurs moyens, qui accompagnent, parce qu'ils ont compris que ce que nous faisons, c'est un travail de fond, c'est un travail intéressant. Mais par rapport aux institutions, il n'y a pas vraiment un soutien, il n'y a pas vraiment un accompagnement. On peut être tenté de juger incompréhensible ce manque d'intérêt dont les autorités étatiques et les différentes structures de la Petite Côte ont fait montre, d'autant plus que, en plus d'être un creuset culturel, elle ambitionne de porter le flambeau du développement des pays africains. Réussir au Sénégal en commercialisant du parfum, c'est ce qu'a choisi de faire Alseyni Mbaye après avoir obtenu une licence en marketing et communication à 24 ans. Ce jeune entrepreneur est convaincu que l'entrepreneuriat est la clé de la réussite. Aïssatou Kane et Augustin Amanda sont allés à sa rencontre. Regardez. Ce jeune a fait ses humanités dans cette ruelle de la Gueule Tapée. Son quotidien se résume à sillonner les rues. Pour écouler ses fragrances, aucune distinction n'est faite. Du vendeur de thé au menuisier, passant par le simple riverain, il arrive à asseoir sa stratégie marketing pour titiller les narines. C'est depuis son jeune âge que les senteurs le mènent par le bout du nez. Depuis que je collège, très jeune, j'ai toujours aimé les bonnes senteurs. Au collège, tout le monde me reconnaissait grâce à cela. J'ai même commencé le commerce à l'école puis à l'université et de bouche à oreille, j'ai pu asseoir ma clientèle. Une passion au fil du temps devenue un gagne-pain. Au début, Au début, ça me permettait de payer mes études.
À la suite, j'ai commencé à faire l'ambulant, à vendre dans les bureaux, dans plusieurs endroits à la fois aussi. Avec l'ampleur que ça a généré, j'ai pu m'acheter un scooter et alléger le business. En un laps de temps, di gagner le temps, ci la jënd benn moto, di élargir business bi. Sa licence en marketing, communication, publicité en poche ne l'a aucunement limitée. Il n'y a pas de saut métier. Tay ñëpp xam nañ ni aussi Sénégal yombul. Il n'y a pas de saut métier et nous savons tous que la vie est dure. Mais nous n'attendons rien de l'État. Bien vrai que j'ai mes diplômes, je peux travailler aussi dans les entreprises. Mais ce business qui peut me propulser vers la réussite et je tire profit de toutes les opportunités. Entreprendre pour réussir, il l'a très tôt compris avec le soutien de son frère. Vu qu'il a fait l'école, il a eu ses diplômes. Bon, il a fait quelques entreprises, quelques stages et tout, mais on connaît la réalité du terrain. Donc du coup, pourquoi ne pas entreprendre? Parce que je veux citer un proverbe d'un entrepreneur célèbre. C'est le propriétaire de AliExpress, Chan Ma. Donc un jour, il a dit, si vous donnez à un singe des bananes et de l'argent, le singe ne va pas prendre l'argent, il va plutôt prendre les bananes. Mais il ne sait pas en réalité que c'est l'argent qui achète des bananes. De la même manière, si vous donnez à un diplômé un travail et vous lui conseillez d'entreprendre, il va prendre le travail, il va dire que voilà, à la fin du mois, j'aurai quelque chose dans ma poche. C'est sûr que c'est quelque chose qui va être là, un salaire fixe. Par contre, s'il entreprend, il peut avoir, si ce n'est pas que c'est l'entrepreneur qui paye les salariés en fait, c'est le chef d'entreprise qui paye les salariés. Travailler de 17h à 6h du matin sans répit, s'acharner à évoluer malgré les difficultés et son leitmotiv. Parfois, nous avons tout pour écouler parfois parce que parfois, nous avons des difficultés à écouler nos marchandises car ce n'est pas évident. Mais je suis persuadé que c'est par la grâce de Dieu et le soutien incommensurable de mes parents que j'arrive à m'en sortir. Pour ainsi dire, l'espoir est permis. À 24 ans, Alseni reste convaincu que la réussite est au bout de l'effort. Aïssatou Kane, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.